Merci Marie, chers amis, merci, voilà. Je vous parle dans un thème qui m'a intéressé depuis très très longtemps. Ça fait quand même, ce fut dans les années 90 que nous avons commencé à travailler sur la carnitine et sur l'acétylcarnitine, parce que ce sont des composants naturels aussi de notre organisme. Et ça nous avait intéressé énormément de voir si, avec ces substances, on aurait pu intervenir sur le contrôle neuroendocrinien des gonadotrophines. Mais le topo qui m'a été attribué aujourd'hui parle d'un problème de fertilité et de fertilité féminine, de qualité ovocytaire et de IVF. Naturellement, le problème pour lequel les gens demandent d'avoir une fertilisation in vitro, c'est certainement parce qu'ils ont des problèmes de fertilité, mais ce n'est pas toujours écrit que la quantité et la qualité de succès dans ce domaine est dépendante de la qualité de l'ovocyte et aussi de la qualité du spermatozoïde. Et il y a toute une série de situations biologiques qui peuvent toucher l'ovocyte pendant toute sa vie, du moment de développement à l'intérieur de l'utérus de la mère portante à la 12e semaine jusqu'au moment où l'ovocyte viendra utiliser pour être fertilisé. Et ces facteurs de risque qui peuvent le toucher dans toute sa longue vie sont plusieurs. Il y en a une série qui touche la qualité de l'ovocyte. Naturellement, il y a un problème, il y a les substances, les facteurs qui touchent sa qualité. Vous voyez, certainement la qualité de l'ovocyte est fondamentale pour la survivance de l'embryon, est fondamentale aussi pour établir et garder une grossesse, pour le développement fœtal, et aussi, nous savons bien, pour toute une série de cadres de pathologies dans l'individu adulte. Et des ovocytes avec une mauvaise qualité, même si ce n'est pas clair, qu'est-ce que ça veut dire avoir une mauvaise qualité? Il n'y a pas des paramètres spécifiques qu'on puisse, disons, considérer. Quand même, les femmes qui sont porteuses d'ovocytes avec des qualités moindres, disons, ont certainement plus d'infertilité, ont certainement toute une série de pathologies qui peuvent toucher le développement de la première phase du développement embryonnaire, qui peuvent réduire le fait d'aboutir à un blastocyste et en effet qui peuvent réduire la qualité des embryons et leur numéro. Certainement, quand on parle de la qualité et de la compétence pour le futur développement, tout ça est une caractéristique de l'ovocyte qui est acquise pendant sa formation et pendant tout le temps de développement que l'ovocyte a dans l'organisme maternel. Je veux d'abord vous rappeler, par exemple, une chose que nous, comme gynécologues, dans la pratique habituelle, on ne sait pas, mais vous savez-vous que la folliculogénèse prend plus d'une année, 375 jours, sont nécessaires pour la folliculogénèse, et que, naturellement, l'ovocyte, comme toute cellule de notre organisme, est capacité d'accumuler toute une série de métabolites, de substances pathologiques qui peuvent induire une pathologie après du développement ovocytaire, et que, naturellement, les techniques de stimulation ovarienne qui demandent une hyperstimulation pour pouvoir recueillir les ovocytes sont aussi sensibles à la qualité de chaque ovocyte dans chaque follicule. Les facteurs qui peuvent être responsables du succès d'une IVF, ce sont certainement la stimulation ovarienne, et la stimulation ovarienne est capable et responsable de toucher certaines caractéristiques du développement de l'embryon, de modifier, elle est responsable aussi de la formation de la qualité du blastocyste et aussi, en fin de compte, de toute une sorte de pathologies fœtales qui peuvent être présentes. Il faut se rappeler aussi que les traitements que nous utilisons pour stimuler la maturation des ovocytes, naturellement, à ce qu'on sait actuellement, on sait qu'ils sont capables de toucher le numéro de follicules qui feront partie de la vague de réponse. Mais pas encore, c'est pas clair, qu'ils arrivent à toucher la qualité de chaque ovocyte. Et naturellement,
il y a tout un autre problème aussi que la plupart des techniques. Maintenant, on utilise des techniques de stimulation beaucoup plus limitées, avec des quantités de gonadotrophine beaucoup plus limitées, pour réduire le grand impact négatif des jumeaux et des grossesses trijumelaires. Sur ce qui est la qualité ovocytaire, il y a toute une série de mécanismes biologiques qui en sont responsables, mais ils ne sont absolument pas clairs. Comme c'est pas clair, qu'est-ce que ça veut dire l'énergie qui est présente à l'intérieur d'un ovocyte, comme c'est pas clair aussi comment évaluer l'effet négatif des mécanismes oxydatifs excessifs qui peuvent être présents. Et de l'autre côté, on n'a pas encore éclairci pendant le temps de développement de l'ovocyte, quels sont les mécanismes, quel est l'impact que les Reactive Oxygen Species, les ROS, peuvent produire au niveau ovocytaire. Et on en parle beaucoup, mais on ne sait vraiment rien de la régulation épigénétique. On parle de l'épigénétique en général, mais qu'est-ce que c'est que ça règle l'épigénétique et comment ça puisse être différent dans un ovocyte ou dans un autre ovocyte? Ça, c'est encore vraiment tout à fait inconnu. Donc, si on regarde dans la femme, dans la partie ovocytaire, quels sont les facteurs de risque pour la fertilité? Naturellement, l'âge. Après, il y a toute une série de facteurs hormonaux, la ovulation, le syndrome d'ovaire polycystique, par exemple, et aussi le développement de résistance au clomifène. Mais il y a aussi des facteurs métaboliques qui sont très importants. Vous voyez, je vais dans des choses très générales. C'est clair qu'avoir ou n'avoir pas un diabète, ça atteint aussi la fertilité, ça atteint aussi la qualité ovocytaire avec la résistance à l'insuline. Mais je voudrais vous demander, qu'est-ce que c'en est de toutes ces filles qui ont un syndrome anorectique dans leur jeune âge? Et vous savez que quand on les regarde, on le retrouve adultes et qu'elles viennent pour d'autres raisons, par exemple, à un programme de FIV, l'avoir été anorectique pendant 10 ans, ça enchaîne toute une série de caractéristiques personnelles pour laquelle la qualité du traitement et disons, les résultats du traitement sont tout à fait différents de sujet à un autre. De l'autre côté, le stress, l'importance du stress, ça modifie de tout. Et maintenant, on a quand même une société dont le pourcentage d'individus obèses est en train de monter plus. Peut-être pas en France, pas en Tunisie, mais si vous allez aux États-Unis, vous voyez des personnes que quand même, c'est difficile de les classifier comme obèses, elles sont énormes. De l'autre côté, le fait que pendant la vie, les infections, le traitement, la médicalisation de l'individu peut atteindre aussi la qualité ovocytaire et certainement le stress psychologique et toute une autre série de conditions inexpliquées. Mais la première partie de nos études avait été faite dans les années 90 quand on voulait étudier l'effet de vieillissement, de la modification de la régulation neuroendocrinienne ou quand même l'hypothalamus avec sa production de hormones de GnRH est fondamentale pour régler la fonction hypophysaire, mais les deux sont tout à fait sensibles à l'effet interne des estrogènes. Certainement, pour ceux qui parlent, quand on parle de désordre de l'ovulation, l'âge, la réserve ovarienne diminuée, on en parlait avec un collègue même qui mesurait la MH, sont quand même des facteurs fondamentaux qui doivent être individualisé, touché personne par personne, mais aussi le problème de déficit ovarien prématuré et toute une série de pathologies endocriniennes sont fondamentales. Il faut quand même retourner à la biologie de base, parce que chaque fois qu'on parle des effets hormonaux, des effets de la société, des effets du stress, on oublie, on ne fait pas attention à une caractéristique fondamentale, que toute cellule de notre organe dépend pour son bilan énergétique individuel de la cellule des mitochondries. Et les mitochondries sont dans notre espèce tous les mêmes. Ils ont été originaires de 3 femmes de l'Afrique centrale vers le sud qui ont donné l'origine à toute l'espèce humaine, sauf quelques mélanges avec quelques néandertals qu'en Europe on a fait. La femme néandertale, elle devait être très attrayante pour l'homo sapiens aussi. Et les mitochondries sont fondamentales parce que ils sont eux qui produisent quand même l'énergie de base
pour l'organisme, mais eux aussi sont sensibles à des mécanismes comme la production de radicaux, l'excessive production d'oxygène qui peuvent avoir un rôle dans leur pathologie. Pour ce qui est le rôle des mitochondres, alors je le rallie maintenant au rôle de carnitine et qu'est-ce que c'est l'effet des carnitines. Il y a toute une série de données qui démontrent que la production énergétique au niveau de l'ovocyte est fondamentale pour ses caractéristiques de possibilité de développement. Et aussi, il y a toute une série de données qui démontrent comme l'insuline, la résistance à l'insuline est capable d'induire des modifications dans la production d'énergie au niveau mitochondrial. Et ça peut aboutir à une différente qualité ovocytaire. Les mitochondries, et naturellement les mitochondres, sont responsables essentiels pour la production d'énergie dans l'ovocyte et ils sont aussi capables d'apporter à un déficit, à une réduction de leur fonction. Vous savez, on en a chacun un certain numéro de mitochondres dans chaque cellule, mais ce n'est pas toujours le même. Ça peut être différent d'individu à individu, de système cellulaire à système cellulaire. On ne sait pas encore comment ça se passe. Ça aussi, c'est une autre question qu'on n'a pas encore éclaircie. Mais on sait très bien qu'un déficit d'oxydation bêta au niveau du mitochondre, elle amène à une réduction du numéro des ovocytes et de leur qualité, à une diminution de la réponse neuroendocrinienne, qui est fondamentale pour activer la maturation folliculaire et aboutir à l'ovulation. Et un déficit de l'oxydation bêta au niveau mitochondrial porte aussi à une augmentation du damage du DNA et donc à des possibilités accrues d'aneuploïdie. Je vous montre cette plaque pour vous dire que la réduction de capacité de bêta-oxydation peut apporter à une réduction de la qualité ovocytaire et à une réduction du numéro de blastocystes, donc à une diminution en fertilisation, en développement de la blastocyste, dans une série de dérangements dans le développement embryonnaire et à augmenter l'aneuploïdie. Et ça, ce sont des données de Dunning qui avaient été publiées il y a quelques années. Et c'était très intéressant de voir que si vous bloquez la bêta-oxydation, par exemple avec ce étomoxir, vous voyez que cela induit une réduction du développement de l'ovocyte fécondé et une réduction de la qualité et de caractéristiques des blastocystes au jour 5. Mais pourquoi les mitochondries sont, sensibles aux carnitines? Ça, vous savez que dans les mitochondries, l'énergie est produite par l'oxydation du glucose et chaque molécule du glucose amène à la possibilité d'avoir 28 molécules d'ATP. Mais l'oxydation d'un acide gras, donc une bêta-oxydation, amène à 106 molécules d'ATP. Donc il y a quand même une puissance 5 fois majeure et la capacité d'aboutir et de stimuler la bêta-oxydation, qui veut dire l'oxydation des acides gras, est fortement plus puissante au niveau mitochondrial pour la production d'énergie. C'est ça, c'est le système, disons, c'est le point biologique de l'action des carnitines qui est plus important. Et une série d'études ont démontré, vous voyez bien dans cette plaque, dans la partie supérieure de cette plaque, que l'effet de la stimulation avec la carnitine et l'effet sur la production, vous voyez en plus foncé, la colonne plus foncée là, c'est la colonne qui démontre les résultats obtenus avec l'addition de l'évocarnitine dans le milieu d'incubation. Et vous voyez quelle est l'amélioration de la maturation ovocytaire. Et aussi dans la partie basse, vous voyez ici que l'augmentation ajoutée de la carnitine, ça a augmenté la qualité et le numéro de blastocystes obtenus. Donc c'est vraiment un effet direct au niveau de l'ovocyte et au niveau de l'ovocyte fécondé et de son évolution. Un groupe hongrois a fait une très belle étude, le groupe de Malek, en mesurant les valeurs de carnitine, soit au niveau plasmatique, soit au niveau de liquide folliculaire. Et dans des patients qui allaient être soumis à fécondation in vitro, et il avait trouvé que
plus grand était le numéro d'ovocytes produit, plus importante était la baisse de carnitine. Donc, elle était utilisée et consommée dans ce processus. Et vous voyez ici, ce sont les données. Vous voyez que selon les numéros d'ovocytes recueillis, vous voyez les patientes avec moins de 9 ovocytes ou plus de 9 ovocytes, d'un côté, dans les premières deux colonnes, c'est la carnitine au niveau plasmatique, et dans les deux deuxièmes colonnes, c'est la carnitine folliculaire. Il a eu une correspondance de utilisation carnitine, donc une réduction de la carnitine, soit comme carnitine totale, soit comme carnitine libre, dans l'un et dans l'autre. Donc ça veut dire que réellement, elles sont utilisées dans ce processus. Et comment la carnitine peut protéger le damage, le danno cellulaire, à travers une capacité de stimuler la production d'énergie au niveau mitochondrial, à travers sa capacité d'augmenter le pouvoir antioxydant, et en plus, la carnitine peut protéger la membrane cellulaire directement contre le damage oxydatif, soit en pouvant enlever, disons, protéger des groupes acyles toxiques, soit pour des effets directs au niveau de la membrane cellulaire. Donc, et on pense aussi qu'il doit y avoir aussi des activations de la protection de l'acétylcoenzyme A pour ses capacités de protection contre les polluants et contre les xénobiotiques. Ça, c'est aussi un autre champ de la biologie humaine qui doit être à laquelle on doit faire très attention, parce que quand même, pensez-vous, on est l'eau qu'on boit, l'air qu'on respire, les légumes qu'on mange, les viandes qu'on mange sont toujours pleines de substances que malheureusement l'homme a introduites pour augmenter les productions sans penser à ce qui pourraient être les dégâts qu'ils peuvent donner. Mais je vais vous parler aussi des autres études qu'on a fait avec mon frère Alessandro à Modena, et où on a étudié l'importance des carnitines dans la modulation de l'axe neuroendocrinien reproductif. Et dans l'ensemble des études qu'on a fait, vous voyez que quand on a évalué la partie dans des sujets traités avec l'évocarnitine, acétylcarnitine ou l'évocarnitine, acétylcarnitine et antioxydants, vous voyez que ça a été au niveau de la souris, où le traitement avec ces substances augmente le numéro d'ovocytes obtenus, où le traitement réduit la dégradation des ovocytes, donc c'est pas seulement en produire plus, mais en avoir de meilleure qualité, et où le traitement, vous voyez, augmente la qualité et le pourcentage des blastocystes obtenus. Donc, même dans un modèle comme le rat, naturellement, on a pu le faire dans le rat, mais certainement, il n'y a pas de raison pour que ça ne puisse pas être de la même façon aussi dans l'homme. Et il y a toute une série d'études, je ne vais pas y aller à l'intérieur, qui démontrent que la carnitine peut améliorer le développement de la blastocyste et réduire le damage du DNA au niveau cellulaire. Cela nous a amené à une série d'études cliniques. Une première étude clinique a été dans les aménorrhées fonctionnelles. Vous savez, les aménorrhées fonctionnelles sont des aménorrhées qui sont caractérisées par une basse valeur de gonadotrophine. Les gonadotrophines, elles peuvent être basses ou très basses. Et des basses valeurs d'estrogènes sont des sujets qui ont une réponse très diminuée à la GnRH et qui développent l'aménorrhée. Dans ce sujet, on a fait un traitement avec de l'acétylcarnitine 250 mg par jour pendant 12 semaines et avec acétylcarnitine 500 mg par jour, donc les deux ensemble, et on a évalué le résultat sur l'axe hypothalamo-hypophysaire en voyant quelles étaient les valeurs de base et quelles étaient les valeurs sous stimulation avec GnRH en tant que LH. Je vous rappelle, en évaluant les sujets qui démontraient quand même un damage plus profond, parce qu'avec des gonadotrophines extrêmement basses, vis-à-vis des sujets qui quand même avaient déjà abouti à l'aménorrhée, mais gardaient des gonadotrophines plus que 3 000 unités de LH. Dans ce traitement,
on a aussi évalué les valeurs de cortisol et le rapport entre le 17-hydroxyprogestérone et le cortisol pour tâcher de comprendre quelle était l'importance des facteurs de stress qui agissaient à travers l'induction d'une stéroïdogénèse surrénalienne. Eh bien, si vous voyez là, ça ce sont les résultats, vous voyez la différence qu'on a dans les sujets avec bas LH, ce sont les deux premières colonnes ici dans la plaque à votre droite, vous voyez que la LH augmente et vous voyez que si on stimule ces sujets avec de la GnRH, ce sont la plaque en haut sur votre gauche, vous voyez comme l'administration de l'évocarnitine augmente la réponse en LH. Donc ça veut dire qu'elle amène à une correction du fonctionnement neuroendocrinien qui aboutit à une augmentation de la sensibilité à la GnRH et une augmentation de la réponse qui était physiologiquement diminuée vis-à-vis de la norme. Et ça arrive dans les sujets qui ont une réduction de base de la LH, pas dans les sujets qui ont des valeurs normales. Donc ça veut dire que cette réduction touche quand le sujet a été vraiment touché par le traitement. D'autre part, le même traitement appliqué au niveau de la fertilisation in vitro nous amène à avoir une augmentation des ovocytes recueillis, une augmentation de qualité, d'embryons de bonne qualité en journée 2, une augmentation du taux de blastocystes et une augmentation de blastocystes de meilleure qualité. Donc, il faut conclure que pour cette étude faite dans ces sujets qui étaient peu répondeurs, dans ces sujets, l'addition de la carnitine et de l'acétylcarnitine ont apporté à une amélioration de l'efficacité du traitement avec des ovocytes, des embryons et des blastocystes qui ont été d'une qualité meilleure de ceux qui étaient auparavant. Pour terminer, je voulais toucher une seconde la partie de l'ovaire polycystique. Comme vous savez, l'ovaire polycystique est une partie, ça représente 85% des pathologies des désordres ovulatoires qui touchent la fertilité féminine. Et dans tout ce syndrome touche quand même une grande quantité d'individus. Les femmes avec ovaire polycystique ont des difficultés à concepire naturellement. Elles ont, une part d'entre elles, ont une importante augmentation de la résistance à l'insuline et une augmentation des anti-androgènes. Mais il y a, et dans l'ovaire polycystique, il y a quand même un pouvoir antioxydant réduit et on peut penser que la plupart de ces femmes ont une augmentation de leur stress oxydatif. Dans ces sujets, il y a toute une série d'études qui ont démontré aussi qu'ils avaient une réduction de la carnitine endogène. Voilà, ça on retourne à la biologie générale. Pourquoi on doit avoir une réduction de la carnitine endogène dans le 50% des sujets? Ça peut démontrer que peut-être l'apport de carnitine pourrait améliorer le syndrome. Et absolument, on ne sait pas pourquoi cela existe. Dans ces sujets, le traitement a été comparé avec celui de la metformine et les deux ont été capables de démontrer une efficacité dans le positif de le traitement de l'ovaire polycystique, même si leur voie d'action est certainement pas la même. La FSH, la carnitine et la HMG ont été capables de stimuler l'induction de l'ovulation dans des femmes résistantes à l'ovaire polycystique. Et il y a toute une série d'études dont je ne veux pas discuter pour faute de temps, qui démontrent que le traitement avec la carnitine est capable de réduire le niveau de glucose à jeun le matin, de réduire les valeurs de base d'insuline, d'augmenter l'acétylcoenzyme A, d'avoir un effet positif sur la qualité de l'ovulation dans les sujets résistants au clomifène et sur le pregnancy rate, et que quand même les sujets, je vous rappelle, les sujets avec ovaire polycystique ont une réduction de la carnitine endogène. Donc, toutes ces études, Ismail a conclu dans son étude qu'en ajoutant l'évocarnitine dans le traitement des femmes pour l'ovaire polycystique résistantes au clomifène, ça augmente la qualité de l'ovulation, la pregnancy rate, et ça améliore le profil lipidique et l'index de masse corporelle.
Et dans une autre étude, Samimi a démontré qu'avec 12 semaines de carnitine dans les femmes avec ovaires polycystiques, ils avaient une amélioration du syndrome métabolique. Et cela a porté, cela a porté avec une amélioration de la qualité de réponse de production d'ovocytes. Donc, je vous ramène à penser que rajouter une substance que naturellement est prévue dans le cycle vital de la cellule et dans le fonctionnement des mitochondries, quand cette substance dans ce genre d'individu est réduite, ça mène quand même à un résultat positif. Ça, c'est quand même un point fondamental pour ce qui est l'ovaire polycystique. Et comme conclusion, la lévocarnitine, l'acétylencarnitine et toute une série d'antioxydants peuvent améliorer le métabolisme et le profil hormonal, et cet effet est relativement, sur la base des résultats qu'on a, dû à un effet mitochondrial. Un effet mitochondrial, et naturellement, toute une série d'études sur l'amélioration à travers l'utilisation de la carnitine, acétylcarnitine et antioxydants dans la fertilisation in vitro sont bienvenues, sont attendues, et au fur et à mesure qu'on est en train de faire, on trouve que les données expérimentales dans l'animal se reproduisent aussi dans la femme soumise à traitement pour infertilité, ovaire polycystique et pour fertilisation in vitro. Je vous remercie pour votre attention. Merci.